Bonjour chers étudiantes et étudiants. Donc, je m'appelle Saïd Melhaoui, je suis professeur de l'enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda. Je vais vous inculquer un cours de probabilité, c'est le module numéro 12 et pour tous les groupes, c'est-à-dire groupe 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moi et deux autres enseignants, il s'agit de M. Driouchi et M. Feizi. Donc, généralement, vous avez généralement, dans le présentiel, on a 4 heures, 2 heures de cours et 2 heures de TD par semaine. Maintenant, on va utiliser la plateforme. Vous avez les fichiers du cours, du diaporama du cours sur la plateforme et vous aurez des vidéos d'explication et des visioconférences à travers le bouton pour les TD, des vidéos d'explication pour les cours comme celui-là et des séances de TD sur visioconférence. Alors la filière, on la connaît bien, c'est l'économie et gestion. Alors de quoi s'agit-il pour ce module? Je vais essayer de vous présenter ce module. Premièrement, ce fichier-là, catalogue du cours, il est déposé sur la plateforme. Donc vous allez revenir à ce fichier, vous allez trouver tout ce qu'on va dire maintenant, bien écrit noir sur blanc. Donc l'objectif général de ce cours, c'est utiliser les éléments du calcul des probabilités comme instrument d'aide à la prise de décision dans un contexte incertain. Bon, l'objectif, c'est de mesurer, c'est de s'initier à mesurer l'incertain. Et ça, on le fait à travers une mesure qui est appelée probabilité. Puisqu'il n'y a pas une seule mesure, il y a plusieurs mesures, on parle des probabilités. Plusieurs probabilités parce qu'il y a plusieurs modèles de probabilité. Donc, et on va voir aussi, on va instaurer les lois des probabilités comme des mesures de référence sur lesquelles s'articulera l'inférence statistique. Alors, les lois de probabilité, c'est quoi en fait les lois de probabilité? Ce sont des mesures de référence, c'est-à-dire dans tous ces modules de probabilité, il y a dans tous ces modèles de probabilité, et il y a quelques modèles usuels qu'on va rencontrer beaucoup dans la nature, et que ce soit la nature physique ou la nature humaine, qui va nous ramener à l'étude économique, puisque l'économie, elle étudie le comportement humain vis-à-vis de la production et de la consommation. Et par conséquent, l'étude de l'incertainté, ou l'incertain dans le comportement humain, ça relève de ce cours-là, les probabilités. Donc, les objectifs opérationnels, il y en a plusieurs. Ils sont cités ici. Je donne comme exemple, identifier un univers d'éventualités et le dénombrer. C'est-à-dire dénombrer le nombre d'éventualités quand on a une expérience qui a plusieurs éventualités. Identifier les différentes relations entre les événements. C'est-à-dire conjonctionner, disjonctionner deux événements ou plusieurs. Calculer les probabilités discrètes. Ça, vous l'avez bien vu comme initiation en baccalauréat. Maintenant, on va un petit peu s'approfondir. Calculer les probabilités conditionnelles et puis calculer les probabilités et les quantiles associés aux lois usuelles, les lois de référence. C'est ça, les lois dont dont je vous ai parlé. Et puis, identifier les lois usuelles des variables aléatoires. On va aller aux variables aléatoires. Et à la fin, on va faire l'approximation des lois de probabilité qui ne sont pas usuelles généralement par des lois usuelles. Et justement par une loi très utilisée qui dit la loi normale. Donc le plan du cours, on aura 3 chapitres. Premier chapitre, c'est moi qui va vous le présenter. C'est éléments de la théorie des probabilités. Le deuxième chapitre va être présenté par l'enseignant M. Feizi. Le troisième par M.
M. Driouchi. Donc, dans l'élément de probabilité, bien, il y a beaucoup de choses, vous allez le voir ici. Deuxième chapitre, c'est variable aléatoire et distribution de probabilité. Et troisième chapitre, c'est en fait théorèmes fondamentaux. C'est un petit peu l'approfondissement de tout ça. Il s'agit des approximations. Donc, pour la méthodologie, bon, il y a la méthodologie en présentiel du cours et il y a la méthodologie d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, on va la faire en fait à distance, à travers la plateforme, en posant les ressources pédagogiques sur la plateforme, écrites, sous forme de PDF généralement, et puis en déposant des vidéos d'explication et en faisant des séances en visioconférence directe pour les TD. Généralement, on va faire comme ça. Pour la méthode d'évaluation, vous avez, comme le premier semestre, vous aurez un examen final et qui va combiner des questions de QCM, questions à choix multiples, et des exercices classiques. Et puis, vous aurez un examen de rattrapage pour les gens qui ont eu moins de 10 dans ce module. Et la note maximale entre la première session et la deuxième session va être bien sûr considérée, sachant que la deuxième session n'est ouverte qu'aux étudiants qui n'ont pas eu la moyenne dans la première session. C'est une session de rattrapage. Voilà. Les références, il y a un polycopié que j'ai déjà édité il y a quelques années, de 2017-2018, exercices et examens corrigés, où il contient les exercices et les examens corrigés de probabilité. Et il y a ce livre très intéressant qui se trouve dans la bibliothèque de la fac, qui est Anderson et Hall, Statistiques pour économie et gestion, la maison de Bouek. Il y a les deux frères Woncott, Statistiques, 4e édition. C'est un très bon livre qui se trouve dans la bibliothèque aussi. Et il y a ce livre de statistiques pour la gestion, Pupion, qui se trouve dans la bibliothèque aussi. Okay, ça, c'est un petit peu le catalogue. Et bien, je vous conseille, mes chers étudiants, d'aller ou d'imprimer le catalogue parce que le catalogue du cours, c'est votre carte qui va vous guider pour ce cours de probabilité. Donc, ceci dit, on va commencer le premier chapitre. Alors, il s'agit d'éléments de probabilité. Et ce chapitre contient plusieurs sections: introduction, expérience aléatoire et univers d'éventualité, les événements, les mesures de probabilité, les règles de comptage. Et puis, à la fin, on va voir ce qu'on appelle un certain type de probabilité. Ça s'appelle les probabilités conditionnelles. Bon, si on commence par l'introduction, bien sûr. Alors, je vais commencer par cette déclaration d'un certain Don Clarks qui dit que l'éducation, c'est l'homme qui progresse de la certitude ignorante vers l'incertitude réfléchie. L'incertitude réfléchie. L'incertitude réfléchie. Voilà. Donc, l'éducation, c'est en fait une progression entre la certitude ignorante vers une incertitude réfléchie. C'est-à-dire, dans ce monde-là, il y a la certitude, en fait, qui n'est pas vraie. Mais l'incertitude, elle est peut-être bien, ou elle est peut-être réfléchie. Alors, d'où vient l'incertitude dans ce monde? D'où vient l'incertitude? La yaqin. L'incertitude, la yaqin. Donc, l'incertitude vient de l'ignorance. On ignore quelque chose. On n'est pas certain de quelque chose, d'une information ou le résultat d'un événement. Et ça vient de notre ignorance totale. Les limites de notre univers, on ne les connaît pas. Donc, on ignore la composition totale la composition de notre univers, ou la frontière de notre univers.
il se peut qu'il y ait une ignorance partielle, c'est-à-dire on connaît des choses dans notre univers, sur une certaine question, mais on ne connaît pas tout. Donc on a une ignorance partielle. En fait, il y a des fois où on fait une ignorance artificielle. Par exemple, quand on fait un tirage au sort. C'est-à-dire, nous faisons de telle façon qu'on ignore ce qu'on va sortir de la boîte, hein, dans un tirage de sort. Ça, c'est une ignorance partielle, comme l'ignorance dans les jeux. OK? Alors, exemple de l'incertain. Par exemple, les réactions et les comportements des ennemis dans une guerre, on a une ignorance de la réaction de l'ennemi. On ne connaît pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on est dans l'incertain. Et par composition aussi, en économie, pour les autres compétiteurs, hein, on connaît, les autres entreprises, une entreprise ne connaît pas qu'est-ce qu'ils vont faire les autres entreprises. Donc, elle est dans une certaine ignorance. Et cette ignorance va donner lieu à l'incertain. Donc, on ne connaît pas celle des clients, des humains, et ainsi de suite. Okay? Voilà. Et en fait, l'incertitude se trouve dans la nature physique. Hein? Par exemple, on ne connaît pas la frontière de notre univers. On ne connaît pas ce qui se trouve exactement dans le fond des océans, par exemple. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais en économie aussi, on ne connaît pas beaucoup de choses. On ne connaît pas les lois du comportement de l'humain. L'humain est-il rationnel? Est-il partiellement rationnel? Et généralement, les humains ont des connaissances limitées, donc ce qui donne une désymétrie d'information, donc ce qui donne l'incertain. Et dans ce sens-là, voilà Isaac Newton, celui qui a découvert la loi de la gravitation, c'est un petit peu la loi fondamentale de la dynamique. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il a perdu beaucoup d'argent dans le crash d'une certaine société dont il était le patron. Hein? Il a perdu beaucoup d'argent et il a dit qu'il pouvait prévoir le mouvement des planètes, mais pas la folie des hommes. C'est-à-dire, la nature physique, elle est prévisible. Il y a moins d'incertains dans la nature physique que dans le comportement humain. Eh bien, pourquoi ce cours-là de probabilité, on va le faire aux gens d'économie? Eh bien, parce que l'économie, elle étudie l'humain. C'est l'économie des humains. C'est-à-dire, elle va étudier le comportement des humains en ce qui concerne la consommation et la production. Et puisque les humains sont incertains, donc l'étude de la mesure de l'incertain, elle se doit primordiale. C'est un petit peu la motivation de ce cours. Donc, pour mesurer, on va construire des mesures, et ces mesures-là, c'est les probabilités. Donc, cette théorie de probabilité, c'est une branche de mathématiques. Hein, pour la contextualiser, c'est une branche de les mathématiques. Alors, l'histoire des probabilités, c'est la genèse de la naissance de probabilité, ça vient un petit peu le XVIIe siècle. Hein. En fait, elle a commencé par la réflexion dans les jeux de hasard, les paris, les jeux de cartes, un problème célèbre qui a été discuté entre Pascal et Fermat, c'est le problème des parties. Comment départitionner des gens qui jouaient un jeu et ils veulent l'arrêter au milieu. Donc, comment départitionner les sommes, les paris entre ces gens-là, sachant que le score des joueurs est différent. Donc, ils vont pour une raison ou pour une autre arrêter le jeu. Comment départitionner, bien sûr, les paris. Donc ça, ce problème-là a été résolu par Fermat et Pascal dans une correspondance. Donc, la grande avancée, c'est avec la famille Bernoulli.
C'est une famille. Il y a le Bernoulli, le grand-père, le Bernoulli père et le Bernoulli petit-fils qui ont travaillé beaucoup sur les probabilités et qui ont bien sûr développé cette théorie. Après, c'est Laplace avec en fait la découverte de la loi normale, ainsi de suite. Le succès, c'est au XXe siècle. Et le grand succès de cette probabilité, c'est qu'elle a donné la justification mathématique de l'inférence statistique. Elle a justifié la statistique comme méthode de réflexion ou méthode scientifique. Parce que la statistique se basait sur l'échantillonnage et se basait sur l'expérience. On n'avait pas l'expérience, on savait qu'un échantillon représente la population, peut représenter la population. On ne le savait par expérience. Mais on n'avait pas les preuves théoriques et mathématiques qui nous disent de combien de degrés l'échantillon peut représenter la population. Eh bien, en utilisant les probabilités, les lois de probabilité, on a démontré en fait que l'inférence statistique, c'est une méthode scientifique et qui donne de bons résultats. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a l'inférence statistique, la déduction statistique, la méthodologie statistique, et il y a le calcul des probabilités. En S2, vous allez voir, maintenant on va voir les probabilités. Mais en S3, vous allez avoir ce qu'on appelle échantillonnage et estimation, le module. Et dans cet échantillonnage et estimation, il y a ce qu'on appelle l'inférence statistique. Et cette inférence, on va l'utiliser dans l'économétrie. Après, pour les gens qui vont faire économie et gestion ou économie, on est 6. Voilà. Elle peut être utilisée aussi en gestion dans d'autres contextes. Donc, de quoi s'agit-il dans l'inférence statistique? C'est la déduction de l'observation, la déduction d'une observation d'un échantillon tiré au hasard d'une population. On va déduire d'un échantillon la nature de la population. C'est-à-dire, si on a un seau, par exemple, une boîte, et on ne connaît pas ce qui se trouve dans la boîte, en prenant un échantillon de cette boîte-là, et en observant ce qu'on a dans la main, on va déduire les proportions ou la composition de la population, c'est-à-dire ce qui se trouve dans le seau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inférence statistique. C'est un petit peu la généralisation. On va d'un petit, de quelque chose de partiel, on va généraliser vers le global. C'est ce qu'on appelle l'induction. C'est un raisonnement par induction. Maintenant, la probabilité, c'est le chemin inverse. Le calcul des probabilités se fait par le chemin inverse. C'est-à-dire, en connaissant ce qui se trouve dans le seau, on sait bien ce qui se trouve dans le seau. Given the information in the pail, what is in your hand? C'est-à-dire, en sachant ce qui se trouve dans le seau, et on prend un échantillon d'entre mains, on se demande qu'est-ce qu'on aura dans la main. Si on sait bien ce qui est dans le seau, qu'est-ce qu'on aura dans la main. Donc, vous pouvez bien sûr dès maintenant voir que les deux chemins sont des chemins opposés. Alors, pourquoi on étudie la probabilité? C'est pour tracer ce chemin-là. C'est-à-dire, si on connaît ce qui est dans le seau, donc on va connaître ce qui est dans la main. Et avec ce raisonnement-là, quand on va trouver quelque chose dans la main, avec le raisonnement inverse, on va connaître ce qui se trouve dans le seau. C'est un petit peu ça, le point ou l'idée principale du raisonnement statistique qui est basé sur le raisonnement stochastique, probabilistique. On l'appelle aussi le raisonnement stochastique. C'est le raisonnement basé sur les probabilités. Alors, dans ce cas-là, on va faire la différence, en fait. Vous savez bien, dans le statistique descriptif, vous avez calculé les fréquences. En observant une population, là, un échantillon, vous pouvez calculer les fréquences. C'est-à-dire, après l'observation de l'échantillon,
vous calculez les fréquences. Eh bien, pour les probabilités, le calcul se fait a priori, c'est-à-dire avant l'expérience. Et par conséquent, les probabilités sont hypothétiques. Ils sont basés sur des hypothèses sur la population. Vous allez dire que la population elle est composée par 40% de femmes et 60% d'hommes. Alors, si je tire un échantillon, j'aurai 0,4 probabilité pour avoir les hommes et 0,6 pour avoir les femmes. C'est-à-dire, sur une base hypothétique sur la population, vous pouvez calculer des probabilités. Les fréquences de statistiques descriptives de l'échantillon se calculent a posteriori, après l'expérience, après l'échantillonnage. Et ils vont donner des traces d'une vérité, bien sûr, recherchée. Maintenant, la comparaison entre les probabilités a priori et les fréquences descriptives a posteriori va nous donner, en fait, une idée sur la vraisemblance des hypothèses. C'est-à-dire, si les hypothèses hypothétiques sur la population étaient vraies, alors les probabilités calculées a priori, ils vont correspondre aux fréquences calculées a posteriori. S'il n'y a pas correspondance, s'il y a éloignement entre les fréquences et les probabilités, ça veut dire en fait que les hypothèses qu'on a postulées ne sont pas vraisemblables, ne sont pas réelles, ne correspondent pas à la réalité. En fait, cette méthodologie-là, c'est l'inférence statistique. En fait, elle est basée sur calcul probabilité et l'inférence statistique. Elle nous permet de confronter nos hypothèses à la nature, la réalité. C'est confronter les hypothèses à la réalité pour déclarer, pour un petit peu voir est-ce que notre connaissance, notre hypothèse et nos connaissances sur la réalité sont réelles, sont vraies, semblables ou non. Maintenant, si on commence par la première section, pour commencer un petit peu des probabilités, on va parler, je vais un petit peu vous donner quelques concepts. La première, c'est ce qu'on appelle l'expérience aléatoire. Alors, c'est quoi une expérience aléatoire? Eh bien, c'est une action qui produit un résultat parmi plusieurs résultats ou observations possibles. Donc, une expérience aléatoire, c'est une action qui produit un résultat, mais un résultat parmi plusieurs possibles. Et les conditions, pour dire que l'expérience est aléatoire, il faut deux conditions. Tous les résultats possibles. Voilà. Okay. Tous les résultats possibles sont connus d'avance. Et la deuxième, c'est que le résultat exact de l'expérience est imprévisible. Il n'y a pas un résultat certain. Donc on dit qu'une expérience est aléatoire si le résultat de l'expérience n'est pas certain. Et si on connaît tous les résultats. Parce que si on ne connaît pas tous les résultats possibles, ce n'est plus l'aléatoire, c'est plus que l'aléatoire, ce qu'on appelle le chaos. Maintenant, on ne va pas étudier le chaos, on va étudier seulement l'aléatoire. Alors l'expérience, elle dépend bien sûr de l'action, c'est une action, et elle dépend des résultats. S'il y a plusieurs résultats possibles, il n'y a pas un certain, donc dans ce cas-là, on va dire que c'est une action aléatoire. Exemple, quand on jette une pièce de monnaie, et on s'intéresse, on jette l'action, c'est jeter la pièce de monnaie. Mais la question, c'est quoi? On s'intéresse, est-ce qu'on va avoir le pile ou le face? Dans ce cas-là, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on aura le pile ou le face? Et dans ce cas-là, bien sûr, cette expérience-là, avec la question, elle va tomber sur quoi? Pile ou face? C'est une expérience aléatoire. Mais si on jette la monnaie, la pièce de monnaie, on se pose la question, est-ce qu'elle va tomber ou non? Ce n'est plus une expérience aléatoire parce qu'on est sûr qu'elle va tomber parce que la loi de gravitation nous dit que la pièce de monnaie va tomber. Donc c'est l'action et la question. L'expérience aléatoire, c'est l'action et la question qui nous donne est-ce qu'il est aléatoire ou il n'est pas aléatoire.
Voilà. Le lancer d'une pièce de monnaie, pile ou face. Le jet d'un dé. Hein, vous connaissez le dé, c'est ce cube qui a bien sûr 6 faces et numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut être numéroté par des lettres, A, B, C, D, et ainsi de suite. On peut aussi voir le tirage d'une boule, d'une caisse, et on se pose la question, quelle est la couleur de la boule? Cora. Je dois voir la caisse, on se pose la question, quelle est la couleur? Une autre question, dans un match, au début du match, on se pose la question, quel est le nombre de buts qui vont être réalisés dans un match de football? Et bien ça, pour nous, ça, l'action, le match et la question, le nombre des buts, c'est une expérience aléatoire. OK? La durée d'attente d'un bus, on attend le bus dans une gare de bus et on ne sait pas combien il va, dans combien de temps il va venir. Donc ce laps de temps-là, pour nous, hein, cette question-là, la venue du bus et la question temporelle, ça va nous donner bien sûr une expérience aléatoire. La transaction d'une action, c'est-à-dire le prix d'une action pour demain. Hein, l'action, par une action de, je sais pas, de BMCE demain, combien elle va coûter, hein, quel est son prix. Donc pour nous, ça c'est une expérience aléatoire parce qu'on ne sait pas exactement l'action de BMCE demain dans la bourse de Casablanca, quel est son prix. Hein? Alors, ça c'est l'expérience aléatoire. Eh bien, l'univers des éventualités. C'est en fait l'ensemble des résultats de l'expérience aléatoire. On va le noter, une notation mathématique qui est le oméga. Le oméga, c'est une lettre grecque, le grand oméga. Eh bien, le oméga, ça s'appelle aussi l'ensemble fondamental, l'univers des éventualités. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les éventualités d'une expérience aléatoire. Exemple, quand on va lancer le dé, l'univers d'éventualité, c'est soit avoir le 1, soit avoir le 2, soit avoir le 3, soit avoir le 4, soit avoir le 5, soit avoir le 6. Et par conséquent, on peut numéroter ça, on peut écrire ça mathématiquement en disant qu'oméga c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il faut savoir que ce 1-là, ce n'est qu'un symbole, ce n'est pas un nombre ici. Le 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat du lancer de dés, c'est l'observation de 1. OK? Et puis, le 2, c'est la même chose, le 3, et ainsi de suite. On sait bien que une de ces résultats va se réaliser. Une seulement. Et ce oméga, il est fini. Le nombre de buts dans un match, on ne sait pas combien, par exemple. Et le oméga, dans ce cas-là, c'est soit 0, on n'a pas de but, soit 1 seul but, soit 2, soit 3, soit 4. On ne sait pas quelle est la limite. Donc on va dire que c'est tout l'ensemble des entiers naturels, de 0 jusqu'à l'infini. Et bien dans ce cas-là, le oméga de cette expérience, match et la question nombre de buts, le oméga, il est infini, mais discret, c'est-à-dire des nombres dénombrables. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des discontinuités entre les nombres. La durée d'attente d'un bus va nous donner oméga, par exemple, entre 0 minutes et 30 minutes. On sait bien que la limite, par exemple, de l'arrivée du bus, c'est 30 minutes. Donc, dans ce cas-là, le oméga, c'est un intervalle dans R continu, de 0 jusqu'à 30. Le temps, conceptuellement, le temps, c'est quelque chose de continu. Donc, dans ce cas-là, il est infini, parce qu'entre 0 et 30, il y a une infinité de nombres, une infinité continue de nombres. Il est infini, il n'est pas discret. On ne peut pas dénombrer combien il y a de nombres ici, entre 0 et 30. Il y a une infinité non dénombrable. Donc, on va parler de l'infini continu. Maintenant, pour terminer, on va voir ce qu'on appelle, c'est quoi un événement?
On a vu une expérience aléatoire et puis l'ensemble des éventualités ou l'ensemble fondamental. Maintenant, c'est quoi un événement? Donc, un événement A est une partie de oméga, c'est-à-dire un ensemble d'éventualités. Donc, A, il est inclus dans oméga. A, يوجد ضمن oméga. Par exemple, pour l'expérience du G de D, un événement, l'événement A, qui est entre guillemets, avoir un nombre pair. Avoir un nombre pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le D va tomber sur, on va voir soit le 2, soit le 4, soit le 6. Donc le A, c'est 2, 4, 6. Et bien ça, c'est un événement. C'est un événement. Et on va dire que l'événement s'est réalisé si le résultat observé appartient à A. C'est-à-dire, si on a le 2, on va dire que le A s'est réalisé. C'est-à-dire, on a eu un nombre pair. Si on a le 4, on va dire que A s'est réalisé. Mais si on a 5, non, le A ne s'est pas réalisé. Donc, un événement, c'est un ensemble d'éventualités. Et l'éventualité, c'est quoi? L'éventualité, c'est un événement élémentaire. C'est-à-dire, un événement qui a un seul résultat. Par exemple, pour le G du D, l'événement B, avoir le numéro 6. Le B, c'est le singleton 6. Et ça, le B, c'est une éventualité. Mais le A, c'est un événement qui est composé par plusieurs éventualités. Et comme cas particulier, l'éventualité, c'est un événement. L'éventualité, c'est un événement élémentaire, tout simplement. L'éventualité, c'est un événement élémentaire. Mais un événement n'est pas toujours éventualité, parce qu'un événement comprend plusieurs éventualités. Il peut comprendre plusieurs éventualités. Et il y a deux événements, dans ce cas-là, il y a deux événements importants. Il y a l'événement certain, c'est oméga. Puisque oméga, il est inclus dans oméga, donc c'est un événement. Eh bien, on l'appelle l'événement certain parce qu'on est sûr que oméga va se réaliser. Parce que oméga, il contient toutes les éventualités possibles. Et par conséquent, il va forcément se réaliser. On va l'appeler l'événement certain. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'événement impossible, qu'on va noter l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est un ensemble qui est inclus dans oméga, puisque l'ensemble vide, il est inclus dans tous les ensembles. Ça, c'est mathématique. Et par conséquent, l'ensemble vide, c'est un événement, oui, mais il est dit l'événement impossible. L'ensemble de toutes les parties de oméga, c'est-à-dire l'ensemble de tous les événements, on va l'appeler le P de oméga, c'est-à-dire l'ensemble de tous les événements de oméga, on peut, bien sûr, il est très important parce qu'il va nous donner tous les événements. Et notre but, c'est à chaque événement, on va lui donner un nombre, une probabilité, une mesure. C'est ça le but du cours, en fait. Alors, dans le G du D, quel est l'ensemble de tous les événements? Eh bien, on a les événements élémentaires. L'événement, c'est tout. On l'a oublié. C'est l'événement impossible, l'ensemble vide. Et puis, il y a les événements élémentaires. L'événement 1, l'événement 2, l'événement 3 et jusqu'à l'événement 6. Et puis, on a les événements à deux éléments. Le 1-2, le 1-3, le 1-4, le 1-5, et ainsi de suite jusqu'à le 1-6. Et puis le 2-1, le 2-3, le 2-4, et ainsi de suite. Il y a plusieurs, en fait. Il y a beaucoup d'événements. On peut même dire que dans ce cas-là, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 2 à la puissance 6. Le nombre des événements dont oméga qui a son cardinal égal à 6, qui a 6 éléments, c'est 2 à la puissance 6. Et combien? 2 à la puissance 6, ça donne combien? Donc 8 fois 2, en fait 8, voilà. 8 fois 8, 64. Il y a 64 événements. Dans le lancement du dé, il y a 6 éventualités, mais 64 événements. Alors maintenant, le couple oméga et l'ensemble de tous les événements, si on prend oméga comme événement fondamental, avec l'ensemble de tous les événements, est dit l'espace d'échantillonnage. Puisque c'est l'espace de tous les échantillons de oméga. C'est oméga et ses échantillons. Ça s'appelle l'espace des deux échantillonnages. Donc, on va se contenter de ces 3 concepts. Expérience aléatoire,
espace fondamental, c'est-à-dire univers des éventualités, et puis les événements. Donc dans la prochaine, on va voir les opérations sur les événements. Comment combiner les événements pour créer d'autres événements. Et merci.